Alors moi, il y a des audiences que je trouve difficiles. C'est les audiences qui concernent des infractions sexuelles. Et notamment des infractions sexuelles de mineurs, bien évidemment, commis sur des mineurs. Il y a des mineurs, on les voit une fois, on les reverra jamais devant le tribunal pour enfants. Et puis après, on a, entre guillemets, nos habitués. Au bout d'un moment, c'est plus comment faire. Et puis ils arrivent à 17 ans, 18 ans. Et là, on leur dit, là, vous êtes encore dans une justice bienveillante qui prend son temps. Dans quelques temps, ça va être le tribunal correctionnel. Et ça sera pas, pour parler de manière triviale, la même chanson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast Le Chêne et les Tours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Marie, professeure émérite à l'Université de La Rochelle et aujourd'hui assesseure au tribunal pour enfants. Spécialiste du droit et engagée dans la protection des mineurs, vous combinez une expérience académique reconnue et une pratique concrète de la justice. Catherine Marie, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir pour ce podcast. Donc, vous avez été professeur de droit privé à La Rochelle pendant plus de 20 ans. Pour commencer, pourriez-vous nous raconter plus en détail votre parcours académique et professionnel ? D'accord, on peut partir peut-être du début. Je regardais ce matin le podcast de Jean-Marie Digou et il commençait par dire qu'il n'avait pas eu de vocation particulière. Et ben moi, c'est la même chose, pas de vocation particulière pour devenir professeur d'université. Je ne sais pas si ça fait peut-être rêver un certain nombre de doctorants encore de devenir professeur d'université, mais je me suis rendu compte quand on a été prêcher la bonne parole au lycée d'Auteuil il y a quelque temps, que contrairement à des professions, avocats, magistrats, professeurs d'université, ça ne faisait pas rêver. Moi, ça ne me faisait pas rêver. J'ai eu mon baccalauréat à 16 ans et quand il s'agit de faire un choix, il n'y a pas Parcoursup, on choisissait après le baccalauréat. Mes parents étaient avocats tous les deux au barreau de La Rochelle. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup la philo, mais je ne me voyais absolument pas professeur, ni dans un collège, ni dans un lycée. Et mes parents m'ont dit, écoute, t'as qu'à faire du droit. Voilà, bon, allons-y pour le droit. Et j'avoue que j'ai pris, au fur et à mesure, le virus de la matière, au fil des enseignements, des professeurs que j'ai pu côtoyer. Et c'est là que cette passion, parce que je parlerai vraiment de passion du droit, m'a prise. Voilà pour le départ. Après, de manière tout à fait classique, j'ai fait mes études à l'université de Poitiers, à la faculté de droit. Il n'y avait pas encore de faculté à La Rochelle. Donc, quand on était lycéen à La Rochelle, on allait soit à Poitiers, soit à Bordeaux. Donc, moi, ça a été Poitiers. Bon, un cursus tout à fait ordinaire, classique. Une maîtrise, parce qu'à l'époque, 4 ans, c'était la maîtrise. C'était avant les masters. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'études approfondies. Et puis, j'ai soutenu 2 thèses. Une thèse en histoire du droit et une thèse après en droit privé, en droit pénal. Bon, à la suite de ça, j'ai trouvé un petit job à La Rochelle. C'était l'époque où, à La Rochelle, il y avait une antenne de la faculté de droit de Poitiers, dans les années 1980-2000. Et je travaillais là-bas à la bibliothèque et je terminais en même temps ma thèse. Je suis devenue ensuite assistante, puisque à l'époque, on ne parlait pas d'allocataire de recherche ou d'ATER, on parlait d'assistante. Donc j'étais assistante. J'ai passé ensuite le concours pour être maître de conférence, et puis quelques années après, le concours pour être professeur des universités. Donc un parcours académique tout à fait classique, alors que j'ai toujours poursuivi à La Rochelle. Voilà, du début jusqu'à la fin de ma carrière, puisque j'ai pris ma retraite en 1er septembre 2019. Aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer, le numérique transforme en profondeur nos façons d'apprendre, de transmettre et même de concevoir le droit. Entre l'accès massif aux bases de données juridiques et le développement de l'intelligence artificielle, les repères traditionnels de l'enseignement juridique semblent évoluer. Avec votre expérience, comment voyez-vous l'évolution de l'enseignement du droit face à ces mutations numériques ? Alors, d'un côté, vous avez raison, il y a l'enseignement du droit qui est confronté, bien évidemment, à la révolution numérique, à l'arrivée du numérique. Alors, moi, je ne l'ai pas forcément tellement connu, parce que ça s'est vraiment accéléré ces dernières années. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis persuadée qu'on ne peut pas aujourd'hui faire ces cours comme on les faisait il y a 10 ans, 20 ans, 40 ou 50 ans, bien évidemment. Et puis, il y a le côté également recherche, puisque l'IA est un instrument, moi je trouve, extraordinaire pour la recherche. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Et le rôle des universités aujourd'hui, c'est d'accompagner les étudiants, justement, dans cet apprentissage du numérique, de l'intelligence artificielle. On ne peut pas l'interdire, c'est absolument impossible. Mais il faut être là à côté, il faut vous apprendre à poser les bonnes questions et puis à vérifier les sources, bien évidemment. Mais autrement, moi je trouve que c'est un outil formidable. Et j'ai
j'ai un collègue, le professeur Dominique Rousseau, constitutionnaliste à Paris, dans une université parisienne, qui a demandé à ses étudiants, avec l'intelligence artificielle, eux, de préparer une constitution, une nouvelle constitution pour la 6e République peut-être. Et en même temps, ils ont comparé à ce travail réalisé par ChatGPT ou une autre IA générationnelle. Et les étudiants ont vu l'apport que ça pouvait avoir par rapport à eux, ce qu'ils avaient fait. Et ça, je trouve que c'est une manière, mais tout à fait intelligente, de travailler avec l'intelligence artificielle et le numérique. Bien évidemment. Mais il faut absolument que les étudiants, que vous soyez formés à cet outil. On est là pour vous accompagner, mais on ne peut pas l'interdire, bien évidemment. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose, en complémentarité. Il ne faut pas que ça empêche de penser, bien évidemment. Ça ne va jamais remplacer l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, l'argumentation, parce que ça, vous allez acquérir ça autrement, la manière de penser par vous-même, mais c'est un outil, moi je trouve, qui est formidable. Et pour la recherche, moi je fais encore beaucoup de recherches, et les bases de jurisprudence qu'on peut avoir aujourd'hui, avant on allait à la bibliothèque, on allait regarder les Dalloz, les exemplaires Dalloz, les semaines juridiques, etc. Et puis on travaillait comme ça. Aujourd'hui, de chez soi, c'est une source inépuisable. Et ça, je trouve que c'est formidable. Je l'ai dit plus tôt, vous avez enseigné pendant plus de 20 ans à La Rochelle. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon professeur de droit? Alors bon, j'ai adoré mon métier, j'ai adoré le contact avec les étudiants. Le lieu également est important. Alors moi, je sais qu'il y a tout un tas de collègues qui rêvent d'aller enseigner dans des universités parisiennes. Moi, j'ai jamais eu ce rêve-là. Être à La Rochelle, pour moi, ça a toujours été une chance. J'ai toujours pu faire tous les enseignements que j'avais envie de faire. Et j'aurais été dans une université parisienne, ou même Poitiers ou ailleurs. Quand on débute, on prend les enseignements qui sont pas pourvus. Alors que là, j'ai toujours eu ce choix. Je trouve ça formidable. Après, un bon professeur de droit, il faut être proche des étudiants, bien évidemment. On peut pas faire un cours en lisant ses notes ou en lisant un ouvrage. Ça, c'est pas possible. Ça n'a jamais été possible. Être proche des étudiants, avoir le plus de contact avec eux, avoir toujours la porte de son bureau ouvert aussi, pour accueillir les étudiants. Et puis, leur faire aimer le droit, la matière juridique, leur montrer quel est l'intérêt de la matière juridique, à quoi ça sert la loi, pourquoi il faut respecter la loi, tous les principes fondamentaux qui vont aider à être un bon citoyen et puis à lutter contre la loi du plus fort, c'est ça aussi. Donc c'est la transmission, bien évidemment, c'est l'accompagnement, c'est la transmission, en étant proche des étudiants, mais en gardant toujours de la distance. Pour reprendre donc la transmission, l'accompagnement, être proche des étudiants, être ouvert aussi à leurs préoccupations, et puis essayer d'évoluer, de s'adapter aussi à leur évolution, bien évidemment. Les étudiants d'aujourd'hui ou même d'il y a 4-5 ans sont pas les étudiants d'il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et c'est vrai que j'ai eu une expérience intéressante parce que moi, en tant que professeur émérite, vous avez cité tout à l'heure mon éméritat, je ne peux pas donner d'enseignement, en tout cas, dans mon université. Ça fait partie du contrat que je signe avec La Rochelle Université. Je peux donner des enseignements dans d'autres universités. Et j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller faire 15 jours de cours. J'y étais à cette époque, l'année dernière, à la Sorbonne Abu Dhabi. Et ça a été une expérience vraiment extraordinaire et j'ai absolument pas regretté parce que c'était une expérience très enrichissante. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un multiculturalisme important dans cette université qui est issue de collaboration entre les Émirats Arabes Unis et l'université parisienne, Paris-Cité. Et j'avais des étudiants, alors des Émiriens bien évidemment, des étudiants du Qatar, vraiment tous azimuts qui parlaient français et je donnais mes cours en français. Alors dans une ambiance complètement différente parce que c'est plutôt l'ambiance des universités américaines. Donc bien évidemment, les enjeux, l'ambiance, c'est pas du tout la même que dans les universités françaises. L'université là-bas, ne serait-ce que les bâtiments, on a l'impression d'être dans un palais. Alors, c'est vrai que quand on revient dans les universités françaises, on pleure un peu. Mais les moyens ne sont pas les mêmes. Les étudiants paient des frais d'inscription qui sont intéressants. Alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec ces étudiants qui étaient parfois complètement abasourdis
par le droit de la famille français. J'ai parlé, étudié, bien évidemment, la gestation pour autrui, le mariage pour tous, des questions de société. Et là-bas, c'est la charia. Donc, ils sont à des années-lumière de ce droit-là. Donc, c'était extrêmement intéressant. Pour moi, c'était une expérience intéressante. Et puis, de retrouver des étudiants. Parce que, je vous avoue, il y a des choses qui ne me manquent pas à l'université, mais les étudiants m'ont toujours manqué. Aujourd'hui, vous n'enseignez plus à l'université, mais vous êtes resté actif dans le monde juridique puisque vous êtes assesseur au tribunal pour enfants de La Rochelle. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste concrètement le rôle d'une assesseure dans un tribunal ? Oui, alors là, je vous parlais de mes débuts en tant que... mon cursus universitaire. Alors là, ça s'est fait aussi très rapidement. C'est un procureur de la République, Guy Etienne, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui donnait des enseignements à la faculté de droit dans le cadre du master, qui s'appelait master droit processuel à l'époque, qui est aujourd'hui le master justice, procès et procédure, qui m'appelle et qui me dit « Madame Marie, voilà, il y a un poste d'assesseur qui se libère au tribunal judiciaire de La Rochelle, c'était le tribunal de grande instance à l'époque, est-ce que ça vous intéresse ?» Là aussi, je lui ai dit tout de suite, Guy, mais oui, ça m'intéresse. Alors, j'exerce cette mission depuis 20 ans. Donc là aussi, j'ai vu un certain nombre d'évolutions, ne serait-ce que dans le public, bien évidemment des jeunes qu'on est amené à juger. Je trouve que c'est là aussi une fonction qui est extrêmement enrichissante pour la justice et puis pour nous en tant qu'assesseurs, pour la justice parce que c'est une collaboration entre un magistrat professionnel, le juge des enfants qui préside le tribunal pour enfants, et 2 assesseurs qui sont des personnes de la vie civile, des citoyens qui sont choisis pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de la justice. Alors mon rôle c'est de juger les mineurs qui ont commis des infractions, les mineurs jusqu'à 18 ans et jusqu'à 16 ans en matière criminelle. Puisque à partir de 16 ans, 16 à 18 ans, les jeunes qui commettent des crimes sont jugés par la Cour d'assises spéciale des mineurs. Et en dessous de 16 ans, c'est le tribunal pour enfants qui est compétent. Donc on a le rôle d'un magistrat, le rôle d'un juge. On prête serment de la même manière. On est lié par le secret des délibérés et on juge ces jeunes. On essaie là aussi de les aider, de les accompagner dans cette justice qui... Moi, je trouve, et une justice, là encore, formidable. C'est une justice qui prend son temps. C'est une justice où on juge autant l'acte qui a été commis que la personnalité du mineur. Ça, c'est extrêmement important. On fait du droit, on fait aussi de la sociologie, on fait aussi de l'économie, et puis avec les magistrats professionnels et les juges des enfants qui sont... moi, j'en ai côtoyé de nombreux, et je trouve formidable, qui font en même temps du droit, bien évidemment, qui sont d'excellents juristes, d'excellents techniciens, en même temps de très bons pédagogues, et qui savent vraiment manier cette justice avec maestria. Donc c'est une fonction qui est extrêmement intéressante pour la vie publique, pour la société. La justice des mineurs reste un contentieux très particulier, presque à part. Quelles sont, selon vous, les principales spécificités de la justice pénale des mineurs par rapport à la justice des majeurs ? Alors, il y a des principes fondateurs dans la justice pénale des mineurs qui sont des principes constitutionnels, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est une justice qui doit être spécialisée, qui doit être rendue par des magistrats spécialisés, par des juridictions spécialisées et qui doit tenir compte de la spécificité des mineurs et de la minorité. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Enfin, il y a quand même des rapprochements, bien évidemment, pour les majeurs. On tient compte de la personnalité, bien évidemment, des prévenus et des accusés. Mais là, cette spécificité, c'est des juridictions spécialisées, c'est des magistrats spécialisés, c'est une procédure qui est spécialisée, et puis c'est des peines, c'est des mesures qui sont spécialisées, des sanctions qui sont spécialisées et qui sont là pour... la réinsertion, l'accompagnement et la réinsertion du jeune et la lutte, bien évidemment, également contre la récidive. Mais c'est une justice qui n'oublie pas les victimes, bien évidemment. Et le Code de la justice pénale des mineurs, justement, a accentué ce rôle qui est donné et cette attention qui est donnée aux victimes. Et puis, le bénéfice aussi du Code de la justice pénale des mineurs, c'est de raccourcir les délais. Je ne sais pas si vous avez étudié ça... si on étudie ça en principe en 2e année dans le cours de droit pénal général, mais maintenant il faut qu'en 1 an, toute la procédure soit terminée. Du début de la convocation du mineur devant le tribunal jusqu'à la sanction. Maintenant c'est 1 an. Il y a des délais qui sont impératifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. On était amené à juger des mineurs qui avaient commis des faits peut-être à 15 ans, 16 ans, et on les jugeait, ils avaient 22, 23 ans. Alors,
C'était pas la même personne, bien évidemment, qu'on avait en face de nous. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice de cette réforme du Code de la justice pénale des mineurs. Et puis le fait qu'on ait aujourd'hui une césure, ce qu'on appelle la césure pénale, c'est-à-dire une première décision sur la culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative du jeune et après la sanction. Ça veut dire que quand on est en audience de sanction, bien on sait tout ce qui s'est passé pendant cette période de mise à l'épreuve éducative et ça permet d'affiner et d'adapter vraiment la sanction au parcours du jeune, pas simplement jusqu'au moment des faits, mais à partir du début de la procédure jusqu'au moment où on va être amené à le juger. Face aux enjeux croissants liés à la protection de la jeunesse, les audiences pour mineurs révèlent souvent des réalités complexes. Quelles sont les difficultés les plus courantes rencontrées dans ces audiences et dans l'accompagnement des jeunes ? Alors moi, il y a des audiences que je trouve difficiles. C'est les audiences qui concernent des infractions sexuelles. Et notamment des infractions sexuelles de mineurs, bien évidemment, commises sur des mineurs. Et ça, j'avoue, c'est compliqué parce que bien souvent, c'est dans la même famille. Donc, vous imaginez un peu les difficultés. Il y a des familles qui explosent suite à ces infractions et suite au jugement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait plus d'infractions sexuelles de mineurs qu'il y en avait à un certain temps, mais il y a quelque temps, mais elles sont plus facilement dénoncées et elles viennent plus facilement devant la justice. Et ça, c'est MeToo, c'est la même chose pour les infractions vis-à-vis des femmes, de violences vis-à-vis des femmes ou les infractions intrafamiliales. Je ne suis pas persuadée que le nombre y soit plus important, mais ça vient plus sur la scène juridique. Donc ça, c'est des infractions qui sont complexes parce que il y a le problème de la famille aussi qu'il faut envisager, la sphère familiale de manière générale. Donc vous imaginez, ça peut être très compliqué. Après, les mineurs qui sont récidivistes, il y a des mineurs, on les voit une fois, on les reverra jamais devant le tribunal pour enfants. Et puis après, on a, entre guillemets, nos habitués. Des mineurs, on ne sait plus quoi en faire. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi en faire. Et puis, ils arrivent à 17 ans, 18 ans. Et là, on leur dit, là, vous êtes encore dans une justice bienveillante qui prend son temps. Dans quelques temps, ça va être le tribunal correctionnel. Et ça ne sera pas, pour parler de manière triviale, la même chanson. Donc, c'est difficile aussi... ces mineurs, parce qu'on a tout essayé, on essaie les mesures éducatives, les mesures alternatives aux poursuites, et puis au bout d'un moment, on en arrive aux peines, bien évidemment, parce que on n'a plus d'autres possibilités. Et ça, c'est compliqué. Les difficultés aussi, c'est les lieux de placement pour les mineurs. On est souvent confrontés à des problèmes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieux de placement pour les mineurs. Difficultés également, je dirais, c'est pas des difficultés, mais par rapport à la protection judiciaire de la jeunesse, les éducateurs, ils ont de plus en plus de travail. Depuis le Code de la justice pénale des mineurs, le Code de la justice pénale des mineurs, il est vraiment axé sur l'éducation, sur la recherche aussi, l'individualisation. Et il faut avoir le plus de renseignements possible sur les mineurs. Il y a des renseignements socio-éducatifs, par exemple, et les éducateurs, doivent rencontrer les mineurs, fournir tout un tas de rapports. Ils doivent être présents également le jour de l'audience, et il n'y a pas assez d'éducateurs. Donc c'est compliqué aussi, ce fonctionnement général, vous voyez, c'est pas simplement le moment du tribunal, c'est le fonctionnement général de la justice pénale des mineurs. Pensez-vous que la société accorde une place suffisante à la prévention et à l'accompagnement des jeunes en difficulté ? Non. Non, parce que tout réside dans la prévention, bien évidemment. La répression, alors je sais que c'est des arguments sécuritaires au moment des élections, mais la répression, vous voyez le code pénal, comment il est-ce que ça fait vraiment diminuer la délinquance ? Sûrement pas, et pour les mineurs encore moins. Donc il faut axer sur la prévention, axer également sur la politique de la ville, qui dans les années, je dirais, 2000, même 2020, était assez importante, à l'époque de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo avait fait un rapport sur la politique de la ville qui était extraordinaire, avec plein de propositions. C'était mis dans les oubliettes, dans les tiroirs. Alors c'est vrai que quand il y a eu les émeutes, vous vous souvenez, en juillet 2023, c'est le président de la République, je crois, qui a dit finalement, dans ce rapport Borloo, il y avait des idées drôlement intéressantes. Politique de la ville, politique des banlieues, c'est là qu'il faut les éducateurs de rue, c'est là qu'il faut vraiment déployer les efforts les plus importants, parce que ces jeunes, la pire des choses, c'est le désœuvrement, on le voit bien. Ces jeunes qui sont désœuvrés, qui sont déscolarisés. Comment un jeune aujourd'hui peut être déscolarisé ? Quand on a un jeune qui a 14-15 ans, ça fait un an et demi, qui n'a pas mis les pieds au collège.
Je ne sais pas comment c'est possible que la société... Alors, c'est vrai qu'il y a des classes relais, il y a quand même plein de choses qui sont faites, mais pas suffisantes. Et puis, aider les familles aussi. Moi, je ne suis pas pour sanctionner les familles. La loi récente de 2025, là, justement, sur les mineurs, a introduit un certain nombre de sanctions, entre guillemets, contre les parents défaillants. Et nous, on le voit au tribunal pour enfants. Enfin, les parents, dans la plupart des cas, c'est les mères. Il ne faut pas se leurrer. Les pères, on ne sait pas exactement où ils sont. Je ne fais pas un plaidoyer contre les pères, pas du tout, mais c'est la réalité. Les mères... Alors, il y en a qui sont encadrantes, il y en a qui le sont moins, parce qu'elles n'ont pas la possibilité non plus de le faire. C'est pas qu'elles sont incompétentes, c'est pas qu'elles sont incapables, mais on les aide pas non plus forcément. Donc, il faut vraiment une politique également de la famille et de soutien de la parentalité. Et des familles monoparentales et des mères qui se trouvent seules avec leurs enfants. Confrontés à des situations humaines parfois très pesantes, vous devez aussi gérer une dimension psychologique importante. Est-il difficile de gérer émotionnellement des situations parfois très lourdes et complexes ? Alors j'arrive à me blinder. Mais je pense que l'université sert aussi à ça. Quand moi j'adorais faire les cours en première année. J'ai toujours adoré les gros amphis. Un amphi de 400 personnes, ça m'a jamais fait peur, au contraire, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui en ressort, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Après, il y a des individus, mais il y a aussi une ambiance générale. Et puis, on est obligé de se forger, je dirais, une armure aussi, parce qu'il y a des étudiants qui sont insupportables, vous le savez. Donc, il faut continuer à faire son cours, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Et puis c'est peut-être l'expérience aussi, et au fur et à mesure, j'arrive à prendre suffisamment de recul plutôt, par rapport aux situations. Je sais que chez moi, je ne parle pas, bien évidemment, des audiences, je ne parle pas des affaires, et ça c'est important. Mais le côté émotionnel, j'ai réussi à le maîtriser, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Le droit de la famille et le droit des mineurs sont parfois perçus comme des matières genrées, souvent associées à une sensibilité ou à un engagement plutôt féminin. Avec votre expérience, d'assesseur au tribunal pour enfants, pensez-vous que cette perception influence d'une quelconque manière ces domaines ? Alors, je ne crois pas. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je suis en train de travailler actuellement sur les effets du divorce en ce qui concerne les enfants. Et il y a des études qui ont été faites justement par rapport aux juges aux affaires familiales et aux juges des enfants, qui sont souvent, là encore, des femmes, et savoir si les décisions qui étaient prises, par exemple, pour une décision sur une résidence alternée, sur un droit de visite et d'hébergement ou résidence habituelle de l'enfant, est-ce que les femmes avaient plutôt tendance à fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère plutôt que chez le père? Et apparemment, ça n'est absolument pas genré, ça n'a pas d'influence. Mais ceci étant, c'est quelque chose de factuel. On se rend compte que il y a quand même dans les magistrats, par exemple, dans les choix qui sont faits, plus de femmes qui vont choisir le métier de juge aux affaires familiales, ou la fonction en tout cas à un moment de leur carrière de juge aux affaires familiales ou de juge des enfants. Ça, c'est une réalité factuelle. Ceci étant, à l'École nationale de la magistrature, il y a beaucoup plus, je ne sais pas quelles sont les proportions aujourd'hui, mais de filles que de garçons. Donc c'est normal qu'on retrouve dans la magistrature plus de femmes que d'hommes, et c'est la même chose dans l'advocature. On se demande, moi j'ai été faire il y a quelque temps une formation à l'ENM, et quand je suis entrée dans l'amphi, je me suis dit, mais ils sont où les garçons? Et ça, on le voit. Mais je suis persuadée, parce que nous on est plus dans le lien. Regardez, que ce soit les métiers, les femmes qui sont professeurs des écoles, dans les maternelles, ou bien les sages-femmes, tous ces métiers-là, assistants sociaux, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce qu'on est dans le lien. Mais c'est ce qui fait notre force. Ce rôle d'assesseur a-t-il changé votre regard sur la jeunesse ou sur la société ? Sur la jeunesse, oui. Sur la société, ça a une influence aussi sur les manières de faire mon cours de droit pénal. Quand j'abordais en deuxième année le droit pénal des mineurs, bien évidemment, je ne l'abordais pas de la même manière qu'avant d'avoir eu cette expérience. Et puis, dans l'autre sens, cette expérience universitaire est intéressante, bien évidemment, dans la fonction d'assesseur, même si on n'est pas obligé d'être juriste, pour être assesseur. Parce que j'avais des idées quand même avant très préconçues sur la jeunesse, ce qui était bien, pas bien. Je me suis rendu compte qu'il fallait sortir complètement de ça. On est qui, nous, finalement, pour juger ? Oui, au nom de la société, d'accord, mais pour comprendre les jeunes d'aujourd'hui qui sont, moi je trouve, de plus en plus autonomes par rapport à leur famille, et qui peuvent nous déstabiliser quand même à de nombreuses reprises. Et ça aussi, c'est quelque chose qui
qui est important et qui m'a fait changer mon avis sur la société, sur les jeunes, sur les idées peut-être en silo que je pouvais avoir et des idées tout à fait préconçues, issues aussi de mon éducation et de mon milieu. Voilà, j'étais amenée à fréquenter, dans le cadre du tribunal pour enfants, des milieux que je ne connaissais absolument pas, étant plutôt d'un milieu... mes parents avocats, tous les deux avocats à La Rochelle, j'ai fait mes études secondaires dans une institution religieuse, vous imaginez. Et là, ça permet d'avoir un regard complètement différent sur le monde et sur les jeunes, et de mieux comprendre les jeunes, et de mieux également les accompagner. Vous faites partie du tribunal pour enfants de La Rochelle. Comment voyez-vous l'évolution du rôle du tribunal pour enfants dans les prochaines années ? Alors j'espère qu'il gardera un rôle important. Moi, on était plusieurs. On a écrit d'ailleurs avec 2 assesseurs un article dans la Gazette du Palais au moment, dans les années 2020, au moment du nouveau code du code de la justice pénale des mineurs plutôt, et à avoir des interrogations sur le rôle des assesseurs déjà, et puis sur le rôle du tribunal pour enfants, parce que maintenant le juge des enfants, il peut statuer seul, ce qui était le cas auparavant, en audience de cabinet. Alors, il ne peut pas prononcer, bien évidemment, toutes les peines. Et puis, quand l'affaire est compliquée, quand il considère qu'il y a des peines importantes qui doivent être prononcées, là, c'est le tribunal pour enfants qui doit être compétent. Mais, vous voyez, il y a un accroissement du rôle du juge des enfants, qui peut donc juger en audience de cabinet en culpabilité et également en sanction. Dans tous les cas, et puis il peut prononcer des mesures éducatives, mais maintenant également des peines, et notamment un travail d'intérêt général. Et ce sont des peines qui sont largement prononcées pour les mineurs, qui sont d'excellentes peines pour les mineurs. Et moi, je crains un petit peu un recul du rôle du tribunal pour enfants, mais j'espère que je ne joue pas les Cassandres et qu'il n'y aura pas de recul. Mais ça serait vraiment dommage, parce que cette alliance aussi, c'est un tribunal qu'on appelle un tribunal échevinal, avec un magistrat professionnel et des magistrats citoyens. Moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse d'avoir pas simplement le regard du juge, mais également le regard de quelqu'un qui est un citoyen dans la société et qui s'intéresse aux questions des mineurs. Alors pour moi, c'est vraiment ces regards qui sont croisés du magistrat professionnel et de ces juges non professionnels, c'est extrêmement enrichissant pour la justice, et ça serait vraiment embêtant, je crois, s'il y avait un recul du tribunal pour enfants. Mais on lutte, et je fais partie d'une association qui est extrêmement active, c'est l'Association nationale des assesseurs des tribunaux pour enfants, et justement, on essaie de faire connaître le rôle des assesseurs. On est là aux côtés des assesseurs, on assure la formation également des assesseurs, parce que je vous l'indiquais tout à l'heure, pour la plupart, ce ne sont pas des juristes. Et la procédure est quand même complexe, donc il y a une formation qui est assurée par cette association et à laquelle je participe avec beaucoup de plaisir et d'entrain. Donc au fur et à mesure de votre carrière, vous avez acquis une grande expérience juridique. Selon vous, comment les étudiants peuvent-ils développer une pensée critique sur des sujets sensibles tels que la famille ou la minorité ? Alors, il y a les livres, il y a les manuels, il y a les cours, bien évidemment. Et puis, il y a aussi, je dirais, tout l'environnement. Il faut lire, il faut aller au cinéma. Parce que les films sur la justice, il y en a énormément. Il faut assister aux conférences. Et ce que je trouve dommage, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est quand on veut que des étudiants, à la faculté de droit de La Rochelle par exemple, assistent à une conférence, il faut que la conférence, le colloque, il soit obligatoire. Alors, vos professeurs vous font émarger. Si le colloque n'est pas obligatoire, il y a très peu d'étudiants qui viennent. Et là, c'est une chance. Vraiment, il faut que vous saisissiez, il faut que les étudiants choisissent cette chance d'avoir une ouverture sur l'extérieur, sur des sujets qui sont des sujets de société. On a organisé avec 2 collègues en novembre dernier un colloque sur le numérique et la famille, sur une journée et demie. Il y avait des spécialistes, des universitaires spécialistes du sujet, et puis il y avait également des professionnels de l'ARCOM, etc. C'était extraordinaire. Donc il faut vraiment que les étudiants se saisissent de ces opportunités. Et puis les conférences qui sont organisées également par la Société Rochelaise du droit. Là, je fais un petit peu de pub pour cette formidable association. On veut voir les étudiants à ces conférences. Il y en a une il y a quelque temps sur la justice pénale internationale qui était extraordinaire à la médiathèque.
conférences ouvertes à tous. Il y en a une au mois de juin sur le numérique, la régulation des réseaux sociaux en ce qui concerne les mineurs. Il faut vraiment, et vous voyez, c'est ce qui va enrichir également votre culture juridique. Et c'est ce qui fera la différence dans un concours, un examen professionnel, entre un étudiant alors qui sera un bon technicien et qui connaîtra bien les principes, etc. Et puis celui qui aura une ouverture d'esprit. Pour être avocat, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut avoir cette curiosité. Pour être magistrat aussi. Puis vous pourrez multiplier dans la plupart des fonctions, des carrières juridiques et judiciaires. Est-ce que vous avez un film ou plutôt un livre à conseiller aux étudiants ? Alors, on a beaucoup parlé de ma fonction d'assesseur au tribunal pour enfants. Alors, il y a un film que j'ai vu il y a quelques années. C'est un film de 2019, je crois, qui s'appelle La fille au bracelet. C'est un film de Stéphane Desmoutiers. D'ailleurs, il y a sa sœur Anaïs Desmoutiers qui joue également dans le film. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est accusée du meurtre de sa meilleure amie, de l'avoir poignardée. Ça a été fait à partir d'une histoire réelle, je ne sais plus, dans un pays d'Amérique du Sud, où une jeune fille a été justement accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Donc ça a été pris à partir de ce fait divers. Et le film, il est extrêmement bien fait parce que ça commence, c'est sur une plage ensoleillée, on voit une famille, les parents, 2 enfants, tout va bien au soleil. Et il y a les policiers qui arrivent pour arrêter la jeune fille et lui mettre les menottes. Et elle est donc accusée d'avoir poignardé sa meilleure amie lors d'une soirée dans sa maison. Et on va suivre tout le procès, toute la phase de l'instruction, et puis après le procès d'assises. Et pendant la phase de l'instruction, elle est placée en détention provisoire pendant une période, et puis après, elle a un bracelet. Elle est sous surveillance électronique avec un bracelet à la cheville. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est un film sur la justice des mineurs, mais c'est un film également sur la famille. Parce que je vous parlais tout à l'heure, vous m'avez parlé d'émotions, est-ce que c'était facile de gérer les émotions ? Et là, on voit très bien les parents qui sont de milieux aisés et qui ne comprennent pas, qui ne comprennent plus leur fille. 16 ans au moment des faits, 18 ans au moment où elle est jugée, et qui découvrent au fur et à mesure, d'autres pans de la vie et de la personnalité de leur fille, et qui sont complètement déstabilisés, parce qu'ils veulent la soutenir. Quand on est parent, c'est tout à fait normal. Puis après, ils ont un doute. Est-ce qu'elle est innocente ? Est-ce qu'elle est coupable ? Et nous, on est un peu le spectateur, on est un peu à la place du juré. Parce que on va voir défiler des personnes qui vont, des témoins qui vont dire moi j'ai vu ça, moi j'ai l'impression de ça, etc. Le procès il est bien filmé. Il y a juste l'avocate générale qu'on fait un peu trop. On est dans les procès, plutôt dans les procès américains. Moi c'est ce que je reprocherais au cinéma français quand il filme des procès, qu'on est plus dans de la procédure anglo-saxonne que dans de la procédure française. Enfin, ça c'est un détail. Le film est très intéressant. Et puis, je ne vais pas tout vous raconter, si des personnes, je ne vais pas tout déflorer, mais le spectateur reste également dans le doute. Et la dernière image, on voit la jeune fille sortir du tribunal. Elle a un petit bracelet en or. Elle l'enlève et elle se le met à la cheville. Et la fin, elle est complètement ouverte. Est-ce que c'est cette culpabilité qu'elle va traîner toute sa vie, ou bien est-ce que c'est plus de légèreté ? Donc, je recommande ce film, La fille au bracelet. Comment faire selon vous pour vulgariser le droit auprès des citoyens ? Alors, organiser des conférences. On parlait des conférences de la médiathèque, conférences ouvertes à tous, qui soient des conférences, je dirais, de vulgarisation, mais c'est pas un gros mot, la vulgarisation. Elle peut être extrêmement bien faite. Donc, des conférences, des débats, bien évidemment, et puis aller aussi dans la cité. Il ne faut pas que l'universitaire y reste, bien évidemment dans son université. Alors il y a tout un tas de choses qui sont faites, il y a la fête du droit, il y a la nuit du droit, où justement on essaie d'effectuer ce métissage entre les citoyens et puis le monde universitaire. Donc ça c'est extrêmement important, aller dans les lycées également pour prêcher la bonne parole, entre guillemets, pour faire connaître également exactement ce qu'est le droit, en dehors des idées là aussi préconçues qu'on peut avoir sur la matière juridique, et ce mélange. Et vous voyez que l'universitaire ne reste, quand on parlait de la place de l'universitaire, il ne faut pas qu'il reste dans son université, dans sa faculté, il faut qu'il aille bien évidemment à la rencontre des personnes, à la rencontre des citoyens, et c'est tout ce qui fera l'enrichissement des deux côtés. Avec les changements de génération, pensez-vous que le droit de la famille doit évoluer ? Alors il évolue, je dirais, tous les jours. Donc il faut s'adapter, et c'est l'intérêt également de la matière, d'être une matière
qui bouillonne, mais qui est insaisissable, qui est difficile justement à synthétiser, mais c'est ce qui fait également son intérêt, avec l'apport maintenant de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme. On fait plus du droit franco-français, notamment dans le domaine du droit de la famille, et la constitutionnalisation également du droit de la famille, ça c'est extrêmement important. Donc c'est une matière qui est vivante et qui nous concerne toutes et tous. Face à la diversité des parcours possibles dans le domaine juridique, il peut être difficile de faire des choix. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui hésite à s'engager dans une carrière juridique comme la vôtre ? Bon, il ne faut pas vous décourager. Il y a de moins en moins de jeunes qui font des thèses, mais on comprend pourquoi, parce que c'est compliqué d'intégrer la carrière universitaire. C'est vraiment un parcours du combattant, mais on y arrive, bien évidemment. Il y a plein d'exemples, plein de réussites et de belles réussites, mais on n'est pas, là encore, pour parler de manière triviale, opérationnel tout de suite, puisque le master, après le master, il faut s'engager dans un parcours de thèse. Donc déjà obtenir un financement, puisque maintenant c'est pratiquement obligatoire d'avoir un financement pour commencer une thèse. En principe, des thèses qui doivent aujourd'hui être terminées en 3 ans. Alors nous on se bat parce qu'en droit on fait pas une thèse en 3 ans. On en fait une en sciences en 3 ans parce que en sciences on fait quoi ? On part d'un point puis on va jusqu'à un autre point. Puis on est aidé, il y a un labo, En droit, le parcours de thèse, c'est un parcours en solitaire. On a le directeur de thèse, bien évidemment, l'école doctorale, mais c'est surtout un parcours solitaire. Il faut s'accrocher. Ça se fait pas en 3 ans. Moi, j'ai pas fait ma thèse en 3 ans, loin de là. Et puis, une fois qu'on est docteur en droit, il faut être qualifié d'abord par le Conseil national des universités. C'est un premier concours qui est extrêmement difficile. La thèse suffit pas. Il faut avoir écrit, il faut avoir une expérience d'enseignement, etc. Et puis après, une fois qu'on est qualifié, il faut faire le tour de France des universités pour voir où il y a des postes de maître de conférence et puis passer devant des comités de sélection. Donc, vous voyez, par rapport à la fonction d'avocat, le master, après l'examen d'avocat, une fois qu'on a l'examen d'avocat, on entre à l'école d'avocat, on suit une année généralement dans un institut d'études judiciaires, on entre à l'école d'avocat, et puis en 18 mois, on est avocat. Donc ça n'a rien à voir, et on comprend aussi qu'un certain nombre de jeunes se tournent plus facilement vers ces professions. La magistrature, c'est la même chose, à partir du moment où on a le concours, qui est difficile, bien évidemment, mais là encore, il ne faut pas s'auto-censurer, il faut le passer, le concours, il faut passer plusieurs concours. Une fois qu'on est auditeur de justice ou auditrice de justice, on a une rémunération. Donc vous voyez, à plus ou moins moyen terme, c'est plus facile d'entrer dans la vie active que quand on choisit la carrière universitaire. Après, c'est pas moi qui vous dirai de ne pas faire ça, puisque j'ai adoré mon métier vraiment du début jusqu'à aujourd'hui. On a une liberté qu'on n'a nulle part ailleurs. On a envie, de ne pas travailler une journée, on travaille pas, on va travailler 2 fois plus le lendemain. Et puis les relations, toutes les relations que j'ai pu avoir avec les étudiants, avec les collègues, avec les professionnels dans le cadre des partenariats, et ces relations professionnelles qui sont devenues aussi des relations amicales. Et ça, je trouve que c'est je ne sais pas s'il y a une autre profession dans laquelle on peut trouver ça. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc, il faut foncer. Si on a envie, il faut le faire. Et nous en avons maintenant terminé avec les questions. Nous vous remercions pour vos réponses claires qui seront très utiles pour un bon nombre de juristes. C'est moi qui vous remercie.